qui abrite le SFDC, le séminaire des femmes pour le développement communautaire, impulsé par la GM Entrepreneurship. Alors, nous sommes à notre deuxième édition. Nous l'avons organisée l'année passée. Et cette année, bien sûr, nous nous retrouvons ici. Une fois de plus, nous excusons pour le retard parce que, voyez-vous, l'American Corner de Glace a récemment été inauguré. Et donc, c'est avec beaucoup de difficultés que nous aurions tant des personnes, du moins que les personnes se retrouvent. Et donc, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de retard. Et donc, toutefois, vu que nous sommes déjà avancés, nous avons commencé le programme. Alors, qui suis-je? Je me présente d'abord. Je suis Oussama Martin. J'ai le privilège donc de présider GM Entrepreneurship et l'association TBC qui fait dans la promotion du sport, du tennis notamment. Et je suis également membre du cercle Benjamin Franklin, qui est le réseau des anciens élèves IVP du département américain. Et donc, j'ai représenté le Gabon dans ce cadre-là, en matière de leader émergent dans le domaine du leadership civil. J'ai également participé en 2018 au programme Mandela Washington Fellowship en tant que leader civil une fois de plus. Donc, j'ai représenté une fois de plus le Gabon aux États-Unis au niveau du Nebraska et Washington. Donc, c'est avec cette modeste expérience, mon équipe et moi, que nous avons initié le SFDC, le séminaire des femmes pour le développement communautaire. Et c'est quoi le SFDC? En fait, le SFDC, c'est un programme de formation entrepreneuriale qui vise à encourager la prise d'initiative des femmes entrepreneurs, des femmes qui se bâtissent pour parler du gouvernement. Et donc, c'est un programme par lequel nous informons, nous formons, nous motivons et nous mettons en relation des acteurs de développement. Ce programme ne concerne pas seulement les femmes, il concerne toutes les personnes qui sont concernées par des questions de développement communautaire. Donc c'est pour nous dire que l'approche genre est vraiment prise en compte. Donc nous ne nous sentons pas exclus, les hommes. Est-ce que les hommes sont là? Bon, bien sûr, les hommes sont là. Est-ce que les voix d'hommes là? Est-ce qu'on peut appeler les hommes, s'il vous plaît? Très bien. Alors, ceci dit, voici un peu un petit rappel, avant que nous ne commencions notre présentation au niveau de la formation. Le rappel du SFDC 2018. Nous nous retrouvions pendant 4 mois, comme vous pouvez constater, au mois de mars, avril jusqu'à juin. Et donc, nous formions les participants sur différentes thématiques. La première, c'était entreprendre dans le contexte du développement communautaire. Nous avons enseigné ce qu'est le développement communautaire. Nous avons montré comment est-ce qu'on peut justement prendre des initiatives dans ce cadre. Par la suite, nous avons enseigné sur entreprendre en milieu associatif et de façon professionnelle. C'est pour, bien sûr, renforcer la professionnalisation des associations et des structures associatives en général. Nous avons enseigné sur le leadership, ça c'est du développement communautaire, et enfin, la session 4, nous avons enseigné comme une sorte de conclusion le développement personnel, facteur de développement communautaire. Et donc, c'est pendant 4 mois que nous avons travaillé aussi avec des femmes entrepreneurs qui venaient partager leur expérience. Et comme vous pouvez le constater, pour nous, la GM, c'était une grande réussite. Et cette année, nous nous retrouvons encore au mois de mars, qui est le mois de la femme, et avec l'ONG Malachi, nous avons lancé cette première session, donc, qui portera sur le thème, qui porte sur le thème qui est affiché dans l'annonce que vous avez certainement eue au travers des réseaux sociaux. Ceci dit, nous allons, on annonce que c'est le temps maintenant de la formation, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais appeler Madame Pépési Ogulumele, mais bien avant, qui va certainement, voilà, c'est trop bien, il est plus à présenter, mesdames et messieurs, qui va nous entretenir sur un sujet. Mais bien avant, je pense que nous allons recevoir, ce sera bien sûr avec sa permission, l'un de ses collaborateurs, un expert dans le développement communautaire, qui va nous entretenir pour quelques minutes avant la présentation de Madame Pépési. Si vous en passez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bonjour. Je suis un nouveau stagiaire au sein de l'ONG Malachi et je suis nationalité centrafricaine et je suis d'arrivée au Togo. Donc je suis consultant, j'ai été consultant pendant 2 ans au sein de l'IEF sur les questions d'entrepreneuriat féminin et particulièrement depuis ces dernières années j'ai pu travailler les aspects conseil et gestion de conflits, conseil en entreprise
rapidement vous donner un bref aperçu de ce que nous allons faire aujourd'hui. Notre thème de séminaire porte sur les femmes et le développement communautaire. Vous êtes sans dire que nous sommes déjà dans le monde de la femme, c'est un point très important. Il faut rappeler à toutes les femmes qui sont ici présentes que vous constituez aujourd'hui quasiment la moitié de l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'il y a énormément de femmes dans le monde. C'est vraiment très important. Je vous demande aussi d'applaudir pour ça, s'il vous plaît. Il y a énormément de femmes dans le monde et ça vous porter la vie, donner la vie. Alors, quand on parle de développement, on va entend beaucoup de développement, mais c'est quoi? Dans le sens pratique ici, le développement va nous renvoyer à tout ce qui s'agit de la recherche du bien-être, dans l'amélioration des conditions de vie, dans la prospérité. Lorsque nous allons toucher maintenant aux problèmes communautaires, quand on parle de communautaire, on sait, c'est un peu vague, c'est quoi communautaire? Le communautaire ici, ce sera un groupe d'individus au sens étymologique ou un groupe de personnes qui se sont réunies. Mais dans la pratique, quand on dit souvent développement communautaire, qu'est-ce que ça signifie? Alors, tout ce qui sera la communauté, ce sera que ce soit la collectivité, que ce soit la commune, ou encore plus proche de notre quotidien, ce sera le quartier, la famille, le lieu de travail. C'est un ensemble de personnes qui interagissent avec nous dans un espace. Ce sera tout ça la communauté. Alors, la problématique qui s'est posée, c'est mais pourquoi on peut parler de développement communautaire des femmes? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore pu atteindre un certain niveau de développement, comme les problèmes d'accès à la santé, comme des problèmes d'éducation, des problèmes de formation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous dire que si les femmes se mettaient ensemble, elles pouvaient contribuer à leur développement, ou alors si une femme pouvait se développer individuellement, elle pouvait également contribuer au développement d'autres femmes. Voilà le cadre de ce qui sera dit aujourd'hui, et beaucoup de moyens sont là. L'entrepreneuriat, comme le fait la structure de mon prédécesseur, l'entrepreneuriat, la formation, l'éducation de toutes les femmes ou d'un groupe de femmes peut permettre au développement de l'ensemble des femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, sans plus tarder, nous invitons Madame Fémésie Ogouli-Guédé, qui est l'oratrice donc, de ce séminaire de formation. Une fois de plus, si on peut ovationner Bonjour à tous. Merci pour les encouragements. Merci également pour les prédécesseurs. Je suis Fémésie Ogouli-Guédé. Je suis également membre du cercle Benjamin Franklin. Après près d'une vingtaine d'années sur le terrain, j'essaie de partager ma modeste expérience. Alors ce matin, nous allons effectivement parler des femmes, nous allons parler de développement, nous allons parler d'entrepreneuriat. Si la technique peut... Voilà. Nous allons commencer par le réseautage. Pourquoi le réseautage? Comme l'a dit tout à l'heure, pourquoi les femmes doivent se mettre ensemble? Il faut savoir que l'entrepreneuriat s'inscrit dans une dynamique globale. Pourquoi j'entreprends? Parce que je veux réussir, parce que je veux avoir des sources de revenus, parce que je veux être heureuse, parce que ça veut dire qu'il faut comprendre l'entrepreneuriat au sens large, pas seulement ceux qui font du business, mais entreprendre pour réussir sa vie. Et pour ceux qui ont fait des recherches avant nous, ils nous disent que la réussite ne peut pas être individuelle, elle est toujours collective. C'est-à-dire que pour réussir, on a toujours besoin des autres, soit en termes de conseils, soit en termes d'accompagnement, soit en termes de partenariat, mais seul, on ne peut pas, puisqu'on vit dans un monde où on interagit, on a des
enfants, on a un époux, pour ceux qui sont mariés, on a des parents, on a des amis. Toutes ces personnes sont comme des inputs pour notre réussite si on sait vraiment prendre ce qui est positif. Et pour revenir à l'Afrique, vous voyez, autrefois, le développement communautaire était une réalité parce que même dans la configuration des villages, la cuisine était collective. Donc, toutes les femmes préparaient dans la même cuisine. Et les hommes également étaient au corps de garde au même endroit. Et donc, il y avait un partage d'informations. Il y avait ce réseautage, on peut dire, traditionnel. Si l'une d'entre elles avait un problème chez elle, dès qu'elle arrivait à la cuisine le matin, ah voilà, j'ai ce que j'ai eu. Et l'autre pouvait lui apporter soit un conseil, soit vraiment la soutenir si c'était quelque chose de moral. Donc, vraiment, le réseautage est quelque chose de très, très, très important lorsqu'on veut réussir. Mais il faut choisir effectivement avec qui être en réseau. Cela veut dire qu'il faut avoir une vision. Moi, j'ai ma vision, vous avez la vôtre. Mais en vous côtoyant, je sais qu'il y a un input que vous pouvez m'apporter qui me permettra d'atteindre vraiment les objectifs que je me suis assigné. Et la problématique aujourd'hui, c'est effectivement qu'on rencontre beaucoup de personnes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'objectif et qui n'ont pas d'outils. Et c'est là qu'on arrive aux compétences de vie. Donc le résultat, je vous dis, il y a un des aspects, le partage du savoir-faire, du savoir-être. Donc le fait d'être ensemble, on se complète mutuellement en termes d'information ou en termes de... pour essayer de rappeler les différentes formations auxquelles j'ai pris part et qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir partager ce que j'ai. Là, ça c'est un des combattants de Mandela, donc quelqu'un qui est dans l'ANC, parce que les femmes, ce sont des médiatrices permanentes. En fait, le combat de la femme, puisque nous sommes dans le mois de la femme doit être une négociatrice. Tout ce que nous voulons obtenir de la part de nos enfants, de nos époux, dans le business, il faudrait qu'on sache véritablement négocier. Et là, nous sommes au département d'État américain, pour le programme également de Jocha. Il est là humble, mais pour participer à ces programmes, notamment le YALI, c'est un appel à candidature, c'est vraiment très sélectif. Donc, pour avoir été retenu, c'est que c'est vraiment une soumise. Donc, on essaye de résumer un peu la plupart des qualités que les femmes doivent, qu'une femme qui veut réussir doit avoir. On a essayé de le mettre comme ça, femme et paix. Donc une femme entrepreneur, pour celles qui sont chrétiennes ici, la femme vertueuse qui se lève, qui va chercher son pain, qui veille sur sa maison. Donc vraiment entrepreneur au sens large. D'abord pour sa vie, pour sa maison, pour son business et pour sa communauté. Cette femme qui est productrice, parce que ce n'est pas parce que je mets des activités, on peut être en activité et ces activités ne sont pas productives. Parce qu'on ne sait pas fixer des objectifs, on ne sait même pas quels sont les résultats à atteindre. À partir de ce moment, on a l'impression qu'on travaille, mais ce n'est pas productif. Être productif, c'est se dire que dans la journée, il faut que j'arrive à avoir un contrat ou que j'arrive à rencontrer telle personne parce qu'elle va m'apporter tel élément. Et à la fin de la journée, je vérifie qu'effectivement, j'ai atteint ce résultat ou dans la semaine ou dans le mois. Cette femme qui est administratrice, vous savez que en Chine, par exemple, la bonne femme qu'on épouse, c'est la femme qui est capable de faire vivre sa famille à budget constant. J'ai 100 francs. Avec ces 100 francs, comment je peux assurer le bien-être de ma famille? Ça, c'est un élément aussi que les femmes vraiment n'ont pas souvent en mémoire. Elles ont de l'argent, elles achètent des textiles brésiliens, on fait les make-up, on fait tout et n'importe quoi. Mais dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, il n'y a vraiment pas d'avancée. Cette femme qui est initiatrice, c'est-à-dire qui prend des initiatives, qu'elles soient, il faut toujours essayer. L'échec fait partie vraiment de la réussite. J'ai essayé, ça n'a pas marché, mais au moins je suis toujours. C'est ça qui fait, c'est ça la différence entre un mort et un vivant. C'est quelqu'un qui est toujours en train d'initier des choses, d'essayer, de tenter, même s'il y a des échecs. Et cette femme qui est innovatrice. Pendant des années, j'ai fait comme ça. Est-ce que je ne peux pas essayer de changer
changer. Vous voyez, nous sommes en début d'année. Il y a des maisons, même 50 ans vous partez, c'est toujours la même disposition. Les meubles sont toujours au même endroit. Il y a un problème. En principe, quand même, on doit se dire, bon, cette année-là, est-ce que je ne peux pas mettre la table à terre? Ce sont des petites choses, mais qui montrent que nous sommes dans une situation dynamique. Mon lit était donc France, depuis 2019, là, j'essaie de mettre. Et ça permet de comprendre, est-ce que si je rajoute un petit pot de fleurs là, donc on n'a pas forcément besoin de, mais il faut y penser. Parce qu'il y a des personnes qui vivent comme ça, elles sortent, elles rentrent, et rien de nouveau, et elles ont l'impression de faire le surface, mais on peut. L'innovation, ce n'est pas seulement la technologie, mais c'est d'abord ce mindset de dire je peux apporter un tout petit changement, je peux innover. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'ai appris que même faire du sport, il y a des femmes qui pensent que le sport est très important dans la réussite. Le sport, la marche, c'est un élément important parce que ça permet au niveau du cerveau de renouveler les cellules et ça, on prend le temps d'aérer son cerveau et peut-être de faire la place à des choses plus constructives. Nous avons, quand on parle de leadership féminin, parce que c'est la base pour entreprendre, il y a un sous-bassin pour tout ce qu'on veut faire. On a 3 types de leadership. On a la femme libre, donc on recherche d'abord en tant qu'être humain cette liberté. On n'a pas dit que liberté c'est sortir, entrer, non. C'est-à-dire que prendre le temps en tant qu'individu de penser sur sa vie, sur ses projets et de pouvoir avoir le minimum vital. Parce que si je n'ai pas de ressources, si je n'ai pas d'indépendance financière, je ne peux pas être libre. Je ne peux pas être libre. Je vais prendre le témoignage de cette femme qui était mariée, bon ça c'était nos mamans. Elle était dans un foyer où son mari n'arrivait même pas à lui donner 5 ans pour acheter des sous-vêtements. Et un jour, elle a pris tous ses sous-vêtements, elle est partie au lieu de travail de son mari, elle est allée jeter ses sous-vêtements sur la table du patron de son mari. Et son mari a été sanctionné tout au long de sa carrière à cause de ça. Vous voyez, elle n'était pas libre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez. C'est vraiment très important. Ensuite, nous avons la femme épanouie. Et là, on partira de la pyramide de Maslow pour montrer quels sont les efforts, quels sont les outils que chacune de nous doit avoir pour pouvoir atteindre ce niveau d'épanouissement. Et on a la femme d'influence. On ne peut pas influencer les autres si nous ne sommes pas d'abord influencés nous-mêmes. S'il n'y a pas eu d'avancée sur ma propre vie, mais qu'est-ce que vous voulez que j'apporte? Parce qu'il y a aussi une confusion. Je suis à la tête d'une organisation, je me dis maintenant je suis femme d'influence. Non, femme d'influence, c'est vraiment difficile, c'est l'acquisition vraiment d'outils. Donc on a ces 3 niveaux. Mais si on a déjà des femmes, notamment dans la question de la pauvreté, qui atteignent déjà la dimension de femmes libres, pour nous qui sommes des leaders de l'ONG Association, c'est déjà un pas. Parce qu'on sait que cette femme, au moins, elle est libre d'esprit, elle est libre financièrement, elle peut se nourrir, elle peut se soigner, elle peut s'occuper de sa famille. Et là, non, c'est déjà quelque chose de gagné. Maintenant, si on atteint le niveau du épanouissement, waouh, parce qu'à partir de là, on peut maintenant tirer les autres, parce qu'on est équipé pour tirer les autres. Les femmes d'influence, tant mieux, c'est pour pouvoir défendre les droits des femmes, pour qu'on puisse, on nous a dit tout à l'heure qu'effectivement nous représentons plus de la moitié de la population, mais il faut reconnaître aussi que nous représentons les 3 quarts des pauvres. Et pour la question du Gabon, depuis 2013, le taux de pauvreté est en train de chuter dans le monde. Mais au Gabon, on se rend compte que le taux de pauvreté augmente. Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que nous, les femmes, nous essayons de nous asseoir, de nous poser des questions. Pourquoi au Gabon, le taux de pauvreté augmente alors que, jusqu'à un passé récent, l'argent circulait au Gabon contrairement à d'autres pays? Mais pourquoi le taux de pauvreté augmente? Parce que dans les années 2000, nous étions à peut-être 22 à 27% de taux de pauvreté. Et là, comme McKinsey a fait son étude, nous sommes à plus de 30. Et ça, ce sont même les chiffres scientifiques qui ont vérifié bien. Plus de la moitié de la population gabonaise, malheureusement, même ceux qui travaillent, quand vous côtoyez les gens même qui travaillent, ils vivent dans la précarité. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et nous, les femmes, nous sommes à la base des familles. Nous devons justement nous poser
poser des bonnes questions. Donc là, Maslow, c'est un psychologue qui a essayé de définir la hiérarchie des besoins, qui nous dit les besoins physiologiques, c'est-à-dire que nous, pour nous les femmes, en tant que combattantes, nous devons être capables au moins de satisfaire ce niveau-là, au moins. Qu'on soit capable de résoudre ne serait-ce que même ces deux-là. La faim et la soif, au moins ça, que nous puissions nous-mêmes manger et que nous puissions nourrir également nos familles. On a la sexualité, vous voyez qu'on arrive à la reproduction et à la santé. On a la respiration, on a le sommeil, donc on doit dormir dans des conditions décentes. Ok? Donc au moins ça, même ça. Si on arrive déjà à manger, parce que de là découle vraiment beaucoup de choses. Si on ne mange pas bien, on est malade. Si on ne mange pas, on meurt. Si on ne mange pas, on fait des cauchemars. Parce que lorsque le cerveau n'est pas irrigué, parce que vous voyez, j'ai même pitié des pasteurs et prophètes dans les églises qui s'époumonnent à prier pour des gens alors que les problèmes sont des problèmes pratiques. Si tu n'as pas mangé, le cerveau n'est pas alimenté, tu fais des cauchemars. Si tu dors dans des mauvaises conditions, tu ne peux pas faire des cauchemars, ce n'est pas possible. Et tu vas dire ce sont les démons. Non, ce sont des conditions de vie malheureusement qui impactent ton physique. Ensuite, là, on a l'environnement stable. C'est pourquoi nous, les femmes, nous sommes aussi en première ligne dans les questions de paix. Nous devons nous battre et nous avons une résolution qui nous a été donnée après les plaidoyers par les Nations Unies, la résolution 1325. C'est pour ça que nous verrons les femmes travailler sur les questions de paix. Ensuite, on a ce besoin d'appartenance. En principe, ça va, je finis là, là, là. Et ce besoin d'appartenance. Et ce psychologue disait, ce psychologue nous disait que les femmes sont très intéressées par ce point-là. Et nous aimons nous arrêter là. C'est pourquoi, lorsqu'une femme est mariée, d'abord, vous voyez comment les femmes mettent de l'énergie pour se marier. À cause de ce besoin d'amour, d'affection. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça ne peut pas être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre autant d'énergie pour pouvoir se marier, mais pas mettre autant d'énergie pour réussir sa vie, pour pouvoir réaliser même cet objectif. Et dans la question des compétences de vie, les choix aussi que les femmes font, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir acheté le sac de riz ou le paquet de manioc, elle vient déjà, elle achète le tissage brésilien. Il y a un problème. Je ne peux pas avoir acheté un tissage brésilien qui coûte 100 000 francs alors que le premier besoin à la maison, c'est la nourriture. On ne peut pas aller financer ni le retrait de deuil, ni le mariage, aucune dépense de ce niveau-là, si on n'a pas consentis. Si on arrive à mettre ça en pratique, on va se rendre compte qu'effectivement, on voit l'épanouissement parce qu'on n'est pas stressé pour les besoins primaires. Il sait que les femmes ont des capacités, ont du potentiel pour arriver au 5e niveau, et c'est là où on parle de leadership féminin pour que nous puissions être équipés pour atteindre son 5e niveau qui est le besoin d'accomplissement. Et c'est là où c'est vraiment difficile. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on monte, le nombre se réduit. Ça veut dire que pour arriver là-bas, il faut un gros travail personnel pour pouvoir atteindre ce besoin d'accomplissement qui nous procure en fait de l'épanouissement. Et aujourd'hui, il y a d'autres qui ont même rajouté le besoin d'éternité, comme les Mandela, comme Winnie Mandela, Myriam Makeba, c'est-à-dire que des personnes qui marquent pour la postérité, qui ne sont plus là, mais on se souvient d'eux, parce qu'effectivement, ils se sont investis pour la communauté. Donc, le maître mot aujourd'hui à l'endroit des femmes, c'est que nous devons nous battre pour au moins réaliser ce niveau-là, à travers ce travail communautaire. C'est-à-dire que toute femme au Gabon doit être capable d'assurer ce niveau. Manger. Donc, nous avons des associations qui accompagnent pour montrer comment, avec des très petits moyens,
on peut assurer cet objectif, celui-ci. Ça, on a besoin de la santé. Aujourd'hui, on a la CNAMGS. Ce n'est pas normal pour une mère de ne pas être enregistrée à la CNAMGS et de continuer à dépenser de l'argent et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. La gestion des priorités. Comment nous gérons nos besoins. Et nous ne devons pas nous laisser conduire par nos désirs. Il y a une différence entre un besoin réel et un désir. Le tissage brésilien, c'est un désir. Parce qu'on veut faire comme la voisine, parce qu'on veut plaire à X, Y. Mais est-ce que c'est un besoin réel? C'est la question que nous devons toujours nous poser sur la base. Et ça rentre dans quelle catégorie? Mais je ne peux pas d'abord aller faire plaisir ici, alors que je n'ai pas encore un conjoint. Et c'est la raison pour laquelle au Gabon, malheureusement, le taux de pauvreté augmente, parce que les gens ne savent pas gérer leurs priorités. Lorsqu'ils ont des ressources, ils ne savent pas comment les utiliser. Juste quelques petits conseils. Comment s'organiser au quotidien. On ne peut pas se lever le matin et ne pas savoir ce qu'on doit faire dans la journée. Au moins 3 priorités qu'on se fixe. Donc la veille ou une semaine avant, on doit savoir que dans la journée, j'ai 3 priorités à définir. Et quoi qu'il en soit, sauf vraiment cas de force majeure, je dois pouvoir les réaliser. Donc c'est très 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 important. Et là, ça permet justement de savoir qu'on est en train de réaliser une vision. On est en train de réaliser des objectifs. Quel est mon objectif? Pourquoi je peux entreprendre? On entreprend soit par nécessité, comme on a vu tout à l'heure, j'ai besoin de ressources, soit par opportunité. Il y a une opportunité qui se présente, pourquoi pas entreprendre. Donc, préparer et déterminer la portée des activités qui doivent s'inscrire dans la réalisation des objectifs. Analyser les forces, faiblesses, possibilités et menaces, parce que nous sommes des humains. Parfois, on se fixe des objectifs. Est-ce que nous sommes capables de les atteindre? Pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'il faut? Et mettre des stratégies en place, oui. Toute réussite, toute réalisation possible, même le ménage qu'on peut faire à la maison, il doit être programmé. J'en ai pour 1 heure. Et 1 heure, je commence par le salon. Ensuite, j'arrive à la cuisine. Donc, tout ça, c'est organisé. Et mesurer la réussite. Est-ce que je fais des petits pas? Il y en a qui font des grands, tant mieux. Mais est-ce que je fais des petits pas? Est-ce que lorsque j'évalue ma réussite, parce qu'on est là pour réussir dans la vie à tous les niveaux. Donc, quelques idées. Établir une liste, c'est très important d'écrire. Ça nous rappelle justement que j'ai pris cet engagement personnel. Est-ce que je l'ai réalisé? Pourquoi pas? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Se donner des délais, il faut des délais pour tout ce qu'on fait. Ce projet, je donne 1 semaine. Tu te fixes. Vous verrez que c'est différent de lorsqu'il n'y a pas de délai. On se dit qu'on a toute la vie, mais on rentre malheureusement dans ce qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de remettre, l'année se termine, on n'a rien réalisé, on est frustré, mais tu ne t'es pas fixé des délais. Oui, ce projet, dans 3 mois, il doit être bouclé. Maintenant, si dans 3 mois, il n'a pas été bouclé, je prolonge 1 semaine, mais vous savez que vous devez le réaliser à une période, dans une durée bien donnée, et vous passez à autre chose. Traiter les tâches rapides avant celles les plus complexes. C'est-à-dire que dans la journée, j'ai toute une liste de tâches, je fais les plus simples, les plus rapides et les plus complexes après. Prendre plaisir à varier chaque tâche effectuée, c'est des petits gestes mais qui sont vraiment très importants. Ne pas oublier de prendre des pauses, c'est aussi important, de renouveler vraiment son énergie. La gestion du temps. Le temps aussi est quelque chose de très important. Autant on peut rattraper de l'argent, autant on ne peut pas rattraper le temps. Quand il est perdu, il est perdu. Donc il faut savoir comment gérer son temps. Le temps aussi fait partie des facteurs de réussite. La différence entre 2 personnes, la réussite entre 2 personnes, c'est vraiment la gestion de ce temps. Et pour gérer ce temps, pour pouvoir être dans la productivité, il faut savoir distinguer l'urgent de l'important. Parfois, vous êtes dans quelque chose, on vous appelle, oui, on a emmené quelqu'un à l'hôpital, par exemple.
est-ce que je dois me rendre aussi maintenant à l'hôpital? Est-ce que le rendez-vous que j'ai avec peut-être un homme d'affaires, est-ce que c'est pas plus important? Donc, la personne est à l'hôpital, les membres de la famille sont déjà à l'hôpital, la personne est prise en charge par le médecin. Est-ce que je dois aller à l'hôpital ou je dois aller d'abord boucler ce rendez-vous? C'est vrai que psychologiquement je suis affectée, mais qu'est-ce qui est important là présentement? La personne est déjà prise en charge à l'hôpital et d'un autre côté, j'ai rendez-vous avec un homme d'affaires pour une opportunité de business. Opportunité de business. Et quand j'ai fini là-bas, je peux me rabattre rapidement à l'hôpital. Savoir rester focus, c'est vraiment ça. Focus, ça veut dire que j'ai des objectifs que je voudrais atteindre. C'est difficile, hein? Surtout avec les pesanteurs sur le cerveau et ces sacrifices. Savoir dire non quand ce n'est pas possible, le dire gentiment et poliment, c'est aussi important. Donc, analyser ses propres comportements en matière de gestion du temps. Donc, c'est une remise et décider quels outils mobiliser ou quelle organisation mettre en place au plan d'action. Donc, la vie est un projet. La vie, notre vie est un projet. On ne vit pas comme ça spontanément. On se lève le matin, on lave les assiettes, surtout les femmes. Comment toute une journée, sous prétexte que tu es femme au foyer, tu te lèves à 5 h du matin jusqu'au soir, tu ne fais que laver les assiettes, tu ne fais que balayer le salon, tu ne fais que plier les feuilles de manioc. Bon, c'est pas mauvais. Après, tu es devant ton télénovelas. Tu ne peux qu'être dans la pauvreté. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les femmes ouest-africaines et les femmes gabonaises, c'est ce que j'ai vu. Chez la Gabonaise, elle se lève le matin, elle fait les machines, elle lave les enfants, elle fait tout. À 18 h, elle se rend maintenant compte qu'il n'y a rien à manger. Et là, elle attend le mari. Quand le mari arrive, ce sont les problèmes. Les études ont montré que beaucoup d'hommes meurent à cause de leurs épouses, la pression sociale des épouses. Elle n'a pas de ressources, mais elle exige vraiment beaucoup de l'homme. Et de l'autre côté, on avait les femmes ouest-africaines. Qu'est-ce qu'elles font? Quand elles se lèvent le matin, elles font les gâteaux, tout. 10 h, 11 h, à 15 h, elles refait le maïs et autres. Donc, en même temps, elle produit de l'argent et elle s'occupe de sa famille. Mais la femme gabonaise, sous prétexte qu'elle est femme au foyer, du matin au soir, elle n'a pas le mindset de dire que je dois produire de l'argent. Elle peut mettre une table devant la maison pour vendre des légumes. Elle peut faire si elle a un ordinateur, elle peut faire des cas de visite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion de création de richesse, malheureusement. Et à 18 h, elle vient menacer le mari. Mais le mari est chômeur, puisqu'il a perdu son emploi. Et on a rencontré des personnes qui ont travaillé dans le pétrole, qui étaient payées à des millions, qui n'ont même plus 5 francs aujourd'hui, parce qu'ils n'ont jamais planifié leur vie. Malheureusement, ils vivaient au jour le jour, ils ont tout dépensé. Et une femme sage, tu sais que le mari est chômeur, toi-même tu n'entreprends rien, mais tu voudrais que cet homme puisse satisfaire tous les besoins. Donc si nous ne sommes pas des femmes criminelles, dans ces cas-là, je ne sais pas comment on qualifie. Pourquoi? Et pourtant, c'est que l'argent répond aux besoins. Mais c'est à vous. Pour pouvoir devenir riche, il y a des petits secrets, comme celui de l'épargne. L'épargne est quelque chose d'obligatoire. Et l'épargne, ce n'est pas quand on a beaucoup d'argent. L'épargne, c'est comme on a dit tout à l'heure, savoir gérer ses priorités. Et lorsqu'on parle d'épargne, ce n'est pas on dépense. Après, s'il reste quelque chose, je mets de côté. Il ne restera jamais quelque chose. C'est impossible. Vous voyez que les besoins sont extensibles. Par contre, l'épargne, c'est que dès que je suis en possession d'une somme, j'enlève déjà au moins 10 à 20%. Après, on voit les chrétiens qui donnent la dîme, après avoir donné la dîme à l'église, tu enlèves 20% des revenus que tu mets de côté. C'est ça l'épargne. Et après l'épargne, ce n'est pas pour acheter les marmites. Parce que si tu habites au bas-fond de Kingélé, tu achètes des marmites de 100 000, tu vas recevoir quel? Personne. Tu auras l'esprit de l'argent. Les tontines, l'épargne, tout ce qu'on fait, c'est pour réinvestir. On doit apprendre à fructifier l'argent.
Dans tout, même si c'est des choses qui coûtent 1000 francs, 10 000, moi j'occupe des fonctions, mais je vends du gingembre à des personnalités. Je vends du gingembre, le gingembre ça coûte combien la bouteille? Mais ça me permet de financer des activités associatives, de ne manquer de rien. Je ne dis pas parce que j'ai un revenu de temps par mois. Non, tout ce qui se vend, les femmes doivent vendre. Dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a une opportunité, on doit pouvoir. On parle de manque de manioc ici. Mais pourquoi les femmes ne créeraient pas des plantations de manioc? Donc c'est aussi une culture de création de richesse. C'est très important. Et pour parler du monde associatif, vous voyez, faire partie d'une association est une grande richesse. Et je remercie parmi le public des membres de l'ONG Malachi, les membres fondateurs de l'ONG Malachi. Quand vous vivez dans un environnement, vous êtes comme dans une bulle, vous côtoyez les gens de votre classe et vous allez manquer un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles pour vous-même et pour la communauté. Donc dans une association, au moins, on est de divers horizons. On peut mutuellement s'accompagner et apprendre vraiment des choses, revenir à l'essence importante de s'intéresser justement à l'humain. Et c'est là qu'on arrive à l'engagement vers la communauté. On ne peut pas vivre dans une société. En Suède, lorsque vous partez en Suède, on ne vous demande pas si vous êtes ministre ou président de la République ou quoi. On vous demande, vous appartenez à quelle organisation? Parce qu'on suppose qu'un être humain normalement constitué doit être engagé pour une cause. On ne peut pas vivre sur terre et ne pas être engagé pour une cause. Lorsque vous faites même le tri sélectif à la maison, dans les poubelles, c'est un engagement pour l'environnement. Donc ce n'est pas forcément que vous êtes sous les feux des projecteurs, mais vous prenez conscience que vous avez un rôle à jouer dans la communauté. Et pour nous les femmes, beaucoup de nos aînés ont également commis cette erreur parce qu'elles étaient des femmes libres à la maison. Maintenant, vraiment, c'était la catastrophe. Elles se sont retrouvées seules. Pour celles qui sont en ménage, c'est une très bonne chose. Le mariage je pense que c'est une bénédiction. Et il faut, par contre, ce qu'il faut enlever dans la conscience, c'est que le mariage n'est pas une profession. Parce que c'est ça le problème. Surtout au Gabon, c'est une profession. Alors que le mariage, c'est une entreprise et chacun a même ses facteurs de production. C'est une entreprise. Le capital est constitué de la femme et de l'homme à tous les niveaux, humain, matériel et financier. C'est très important que la femme gabonaise, et la Bible dit, la femme vaillante réjouit le cœur de son mari. Ça veut dire que si tu n'es pas une femme vaillante, ton mari est triste. Il ne peut pas le dire, mais la Bible est claire. Donc le mariage est une entreprise et une profession, parce que les femmes, elles sont en ménage, elles veulent que le mari lui donne tout, il achète des tissages brésiliens, il subventionne, il participe au retrait de l'œil, au mariage, tout, il doit tout faire. Mais pourtant, il sait que cet homme-là travaille peut-être à la fonction publique, il est en catégorie C, il est payé à peut-être 200 000, mais tu veux qu'il assure des besoins d'1 million. Tu veux tout simplement le tuer pour devenir veuf. Donc nous devons prendre conscience de cela, c'est très important. Si nous donnons la vie, nous devons aussi être là pour préserver la vie. Et préserver la vie, c'est entreprendre. Et nous devons être capables de concilier, peut-être parler d'intégration, parce que c'est vraiment difficile. D'être une femme leader, c'est très difficile. Mais nous devons faire l'effort. Notre vie privée, notre vie professionnelle, notre vie publique. Je suis à l'église, je suis mais un temps pour tout cela, c'est très important de prendre conscience. Parce que notre business, notre entrepreneuriat ne fonctionne pas en vase clos. S'inscrit dans une dynamique parce que ce qu'on recherche, c'est d'être heureux. Et si j'ai de l'argent parce que je fais du business et que mes enfants sont des drogués, mon mari est alcoolique, je pense que je ne pourrais pas être heureuse parce que chaque fois que je rentrerai à la maison, voilà, cette réalité va me rattraper. Donc il faut veiller à ce que nous puissions être des femmes qui soient capables de répondre aux différents enjeux. Inutile. Oui, Marco, tu fais quoi? Non. Ça là, tu ne fais pas du temps.
Si tu m'appelles, pardon, dis-moi qu'il y a une rencontre, ou bien est-ce que tu es au courant de ceci, cela, parce qu'on perd du temps avec des relations inutiles. C'est pas que c'est inutile, mais il faut savoir à quel moment leur accorder de l'intérêt. On a les parents, on a les amis, parce que là, nous devons être aussi des personnes sociables. C'est important. Elle travaille dans l'agroalimentaire. Elle a aussi cette entreprise qui lui rapporte près de 300 millions de chiffre d'affaires par an. Une Gabonaise. Hein? Madame Obrigeno, là-bas à la télé, madame, vous avez pu me payer. Elle est nobody. Elle travaille au marché. Au marché. Elle met ses bottes. Elle était c'est l'une des premières commerçantes, la première commerçante gabonaise du marché de bananes. Et le témoignage de cette femme, je vais parce que le reste là, ce sont des choses qui sont souvent connues. Et le témoignage de cette femme, son mari a fait de hautes études en France, doctorat comme les Gabonais, on aime un doctorat et tout. Et quand il est rentré, donc il a été recruté à la police, officier. Et elle était passionnée de commerce. Et son mari n'en voulait pas parce que tout le monde dit, mais comment toi, tu es un cadre, ta femme peut vendre au marché, tu peux laisser ta femme vendre au marché. C'était des problèmes dans le foyer. Mais elle était passionnée, elle a fait. Cette femme est l'une des femmes qui ont ouvert le marché mondial. Donc c'est une Gabonaise qui a suscité la création du marché mondial. C'est hier qu'on a découvert ça. Comment elle s'appelle? Madame Ella Madeleine. Et elle a continué. Donc c'était vraiment des problèmes. Le mari cherchait maintenant des femmes de sa trempe et tout. Elle a vécu vraiment des difficultés dans son foyer. Et un jour, son mari perd son emploi et il décide de prendre le véhicule en pleine circulation. Donc, il rentre à la maison à pied. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a pris le véhicule et tout ça. Cette dame, le lendemain, est allée acheter un véhicule cash à ce monsieur. Cash. Elle a appelé le chauffeur. Elle est allée à la banque, elle a pris l'argent, elle a acheté le véhicule. Elle a dit au chauffeur d'aller donner le véhicule à son mari. Et quand le mari a vu le véhicule, il a demandé le véhicule, il dit, oh, c'est madame, maman qui a dit, non, donne l'argent. Elle a pris, elle est partie prendre l'argent d'abord. Et j'ai essayé de mobiliser les femmes, elles ne croyaient pas. Et grâce à cette dame, aujourd'hui, j'ai pu avoir quelques millions et j'ai pu décider également de réaliser mon rêve que j'avais depuis longtemps. Donc c'est pour dire que les femmes ont du potentiel. Ne faisons pas comme tout le monde. Si c'est en vendant la banane, en vendant le manioc, en vendant je ne sais pas quoi, que je peux avoir de l'argent, n'hésitons pas. Donc quand elle est au marché, elle a les bottes. Et quand vous la voyez dans la vie publique, elle roule en Prado, elle a le visage, elle est vraiment waouh. Mais elle a ces deux vies-là. Et aujourd'hui, c'est une femme qui a pu compter déjà le milliard. Donc c'est pour dire que vraiment l'entrepreneuriat est quelque chose de besoin. Elle n'a pas fait l'école et son témoignage est vraiment émouvant. Nous espérons qu'elle pourra nous le partager parce qu'elle avait été chassée par son père pour avoir pris une grossesse très jeune. Grâce à cette expérience aujourd'hui, il y a la résilience. La vie nous faisait trop de coups tous les jours, qu'on soit de maladies, des problèmes de famille. Donc nous devons avoir la capacité de cultiver ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher les chocs de la vie, les crises, mais lorsqu'on est un peu préparé, c'est un peu comme un amortisseur en fait. Mais quand on n'est pas du tout préparé aux crises de la vie, malheureusement, quand elles arrivent, elles peuvent nous mettre à terre et nous pouvons avoir la capacité de voir les autres et la flexibilité. Effectivement, nous sommes des humains. Il faut apprendre à être flexible, que ce soit dans l'entrepreneuriat au sens du terme que dans la vie. Parce que les situations ne sont pas souvent rigides et on a besoin d'un peu de flexibilité. Donc, parler du réseautage, partager l'information, c'est important.
dans les affaires, effectivement, il faut que la confiance est un aspect très important et la puissance. Il ne faut pas avoir peur de ce mot puissance parce que il faut aimer les challenges. Si aujourd'hui, même dans le business, je peux dire cette année, mon chiffre d'affaires doit être de 10 francs, mais l'année prochaine, je peux dire qu'il passe à 20 ou 30 francs. C'est pas tous les ans la même chose. Il faut, même dans la vie de tous les jours, il faut ces défis, il faut se donner vraiment des défis toujours plus importants. Alors, on pourra rentrer plus tard sur la question du réseautage parce que tout ça, c'est vraiment des idées générales. Mais nous organisons souvent des ateliers vraiment thématiques pour pouvoir accompagner les personnes dans des projets bien précis. Donc, les freins à l'entrepreneuriat, les présenteurs socioculturels, oui. Il y a une dame qui disait que si votre mari vous attend à la maison tous les jours à 19h, sachez que vous ne pouvez pas réussir en tant qu'individu. Oui, c'est impossible. Parce que vous pouvez avoir un homme d'affaires qui vous donne un rendez-vous à dîner à 21h ou 22h, mais si c'est une opportunité d'affaires, vous devez partir. Et votre compagnon doit effectivement comprendre que ce business, il est le premier bénéficiaire qui va vous accompagner. Ce sont les réalités. Mais en Afrique, on a mais comment ta femme peut être au restaurant à 20h quand tu es à la maison. Donc, vous voyez que les présenteurs socioculturels, même dans la gestion de l'argent, aujourd'hui, dans les familles, il faut cotiser les mariages, les deuils, les patati patata. Quand vous ne le faites pas, vous êtes stigmatisé. Mais si vous n'avez pas vous-même, vous ne vous faites pas violence, malheureusement, vous allez tomber dans ces pièges et vous allez confondre le fonds de roulement avec le bénéfice. Parce que lorsque vous allez mettre le fonds de roulement pour satisfaire les besoins socio-culturels, parce que vous voulez vous faire voir dans la famille, et vous allez tomber en faillite. L'autocensure, oui, les femmes ont « Ah, si je fais ceci, ah, qu'est-ce qu'on va dire ?» Non, vas-y, même si on dit l'essentiel, c'est d'atteindre ton objectif. Le manque de financement. Il y a des opportunités parfois de financement, mais les femmes ne s'intéressent pas. Elles n'ont même pas le courage d'aller prendre l'information. On dit qu'il y a des financements à tel endroit. Ah non, ça c'est pour les autres, moi ça ne me regarde pas. Malheureusement, le manque de confiance, ça c'est une réalité. Les femmes manquent vraiment de confiance, les contraintes familiales, parce que j'ai les enfants, parce que non, même si j'ai les enfants, si je suis bien organisée, si j'en ai je suis bien organisée, je peux entreprendre et réussir mon business. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je pouvais apporter comme ça a trait avec la mentalité que nous avons. Si nous ne changeons pas notre mentalité,